enregistrer la réunion. Voilà. Alors, donc le site d'intervention. Donc votre grand 2, vous vous rappelez, on a dit qu'on terminait le grand 1 en faisant une conclusion et ensuite on commence notre grand 2. Donc votre grand 2, il s'appelle le site d'intervention. Et l'objectif en fait de ce grand 2, c'est de décrire, donc c'est ce que je vous ai mis là un peu à droite, vraiment de décrire l'état initial, c'est-à-dire l'état de départ, l'état avant votre intervention. Hop, donc un petit coup de fluo là. L'état avant votre intervention du site. Donc la zone où on va faire le chantier, avant qu'on fasse chantier, à quoi ça ressemble, comment c'est fait, pour voir justement quels sont les problèmes, quels sont les enjeux et dire bah, comme le site il est dans cet état aujourd'hui, qu'il y a telle ou telle espèce qui a un problème, qui disparaît, qui ne peut pas se reproduire, etc. Eh bien, on va faire notre activité. D'accord? Donc ce grand 2, il a vraiment pour objectif de décrire tout le site avant qu'on fasse l'intervention. Donc comment c'est au départ, quand on va sur le site et qu'on n'a pas encore fait le chantier, comment c'est fait? L'idée, c'est que le jury qui lit votre rapport, il comprenne bien comment le site est fait, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on y trouve en faune, en flore, à qui ça appartient, quelles sont les réglementations, etc. Pour bien comprendre ensuite pourquoi on y va faire un chantier qui est le grand 3. Le grand 3, vous voyez, c'est description de l'activité, donc c'est description du chantier. Donc le grand 2 doit permettre au jury de bien comprendre comment est fait le site au départ et pourquoi et comment on va y faire un chantier ensuite. Ok Martin, merci, j'ai lu ton message. S'il est sur ordi, alors si je peux essayer de lui faire voir sur ordi. Ah oui, alors du coup, ça se présente pas pareil, étant que si je peux toujours lui faire une photo de ça. Clément, où est-ce qu'il est Clément? Ça, c'est pas Clément. Tac. Clément. Tac, répondre en privé. Photo. Tac. Ah, qui me parle? Qui doit être... participants, j'ai personne d'autre qui veut rentrer. Je vais vérifier. Personne dans la salle d'attente. Non, donc c'est que Clément et Martin. Clément et... Madame, Voilà. Oui. Clément, en fait, c'est qu'il n'avait pas les bons codes. Du coup, je lui ai donné les bons codes et normalement, il arrive. D'accord. Ah, pourtant, oui, alors c'est le problème. À force de vous donner plein de nouveaux codes, j'ai bien dit ceux du message de midi 3. Je lui ai dit dans le message. Ah là 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 là. Ok. Donc, je vais voir, je vais guetter s'il arrive. Donc, l'idée, voilà, c'est de bien décrire l'état initial du site pour justifier. C'est ça qui est important. Vous vous rappelez, en tant que bac pro GMNF, ce qu'on demande de vous, c'est que justement, vous ayez bien compris pourquoi vous allez faire chantier et ce qui se passe. Donc, que vous puissiez justifier le besoin, le fait qu'on a besoin d'intervenir. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas forcément tout présenter. C'est ce que je vous mets ensuite, bien choisir les éléments à présenter. Peut-être qu'il y a des choses sur le site qui n'ont pas d'importance, qui n'ont pas de lien avec votre chantier directement et dont on ne va pas forcément parler. Donc, l'idée, c'est de voir un peu qu'est-ce qui est important de présenter dans la description de votre site d'intervention par rapport au chantier que vous allez faire après et qui va permettre de bien comprendre justement pourquoi vous venez ensuite avec votre structure de stage faire telle ou telle activité. D'accord? Alors, par abus de langage, c'est vrai que je dis chantier tout le temps. Je sais que certains, ça va être une animation ou un suivi d'espèces, donc c'est pas vraiment des chantiers, mais je vais dire chantier à chaque fois parce que pour beaucoup d'entre vous, c'est principalement un chantier. Même si vous avez une animation ou un suivi, etc., ça fonctionne pareil. Même si je dis chantier, vous considérez que je veux dire activité d'aménagement au sens large, que ça soit une animation, un suivi d'espèces, etc., c'est presque pareil. OK? Clément est dans la salle d'attente. Olé! Alors, le temps qu'il ça arrive à se connecter. Ah, voilà. Bonjour Clément. Avec les bons codes, ça marche mieux. Ah, Rebonjour mais quand Clément. même. Ben oui, j'ai bien dit les codes du message de midi 3. Il faut que tu regardes bien ce que je te marque. OK? Bon, après, c'est vrai que j'ai mis Ouais. plein de messages avec des codes différents, donc on s'embrouille à force. Euh,
Hop, excusez-moi, je réponds à Lucie qui est encore déconnectée. Alors, donc, l'idée. Donc, Clément, tu as ton guide méthodologique. On continue là-dessus, ce qu'on faisait ce matin. Donc, dans ce grand 2, le site d'intervention. Vous allez faire une première partie, petit A. Alors oui, si je vais vous montrer le A3 en même temps, comme ça, on pourra comparer. C'est ça que j'ai dit ce matin. Alors, GMNF 2022, pluri, et plantation. C'est lequel qu'il faut que je prenne? Là, on est en train de faire celui-là. On va prendre celui-là. Alors, du coup, par contre, le partage d'écran, je vais faire plus un partage d'écran, vraiment d'écran. Comme ça, vous verrez. Alors, est-ce que ça a marché? Je ne suis pas sûre. Zoom réunion, partage d'écran, partager l'écran lui-même. Tac. Donc là, vous avez vu, je suis passée sur le A3 plantation. Donc l'idée de la partie 2 de votre rapport de stage, hop, si je repasse dessus, tac, non, hop. Donc l'idée de la partie 2 du rapport de stage, le site d'intervention, c'est faire comme dans les parties 1 et 2 du A3. Donc vous voyez que le petit A là, c'est la localisation et l'accès de votre site d'intervention. Donc l'idée, c'est de faire un peu comme on a fait dans le A3 plantation, cette partie-là, les 2 premiers cadres, localisation géographique, accès et éventuellement superficie. D'accord? Donc c'est de dire où est le site d'intervention, donc la commune, une carte, à côté de quelle grande ville par exemple, et comment on y accède. Est-ce que ben voilà, il y a une route facile à côté, ou au contraire, un peu comme à Sainte-Soline, il faut se garer un petit peu loin et ensuite aller marcher à pied, etc. Donc dans ce paragraphe, l'idée principalement, ça va être de faire un petit peu comme dans votre partie présentation de la structure, localisation de la structure, c'est de mettre des cartes. Donc des cartes de localisation à différentes échelles, peut-être une carte de Poitou-Charentes ou du sud-ouest de la France pour dire, bah voilà, c'est dans ce coin-là. Ensuite, une carte un peu plus zoomée qui montre le site un peu plus globalement avec ce qu'il y a autour. Et enfin, une dernière carte qui montre un zoom que sur le site lui-même, par exemple. Donc, carte à différentes échelles, délimitation de la zone d'intervention. Donc, il faudrait sur une carte qui ait un trait rouge, par exemple, qui fasse tous les bords du site pour qu'on voit bien la limite. La superficie, donc par exemple, voilà, un petit texte à côté. Le site est situé à Celles-sur-Belle, à 20 km au sud de Niort. Il fait 25 hectares, etc. Et donc, voilà, il est situé à proximité, entre Niort et Mel, par exemple. Vous voyez, des choses dans le genre. OK? Donc, qui va permettre à votre lecteur, là aussi, de bien localiser où est-ce qu'on est. Du coup, est-ce qu'il y a des proximités avec des éléments importants? Ben voilà, est-ce qu'on est, par exemple, un marais vraiment juste à côté de Niort pour le marais de Galuchet, donc qui va subir l'influence de l'activité urbaine parce qu'il y a tous les gens, les habitants de Niort qui viennent s'y promener, par exemple, etc. Ou au contraire, est-ce qu'on en est dans une zone vraiment perdue, comme à Sainte-Soline, où finalement, mis à part l'agriculture autour, il n'y a pas grand-chose qui peut avoir d'impact sur le site. Il n'y a pas de promeneurs, il n'y a pas d'urbain, il n'y a pas de grande route, il n'y a pas de train, il n'y a pas d'éolienne, au loin, enfin, il n'y a pas grand-chose qui peut influencer. Donc l'idée, c'est ça. Voilà, localisation, accès du site, comment on y va et où est-ce que c'est. Ensuite, petit b, alors c'est une partie qui va être un peu plus globale dans laquelle on va mettre pas mal de choses en fait. Je l'ai appelé paysage et contexte écologique. En fait, cette partie, je fais un petit B paysage et contexte écologique parce que c'est toute la partie qui est plutôt un peu de la biologie, mais finalement qui peut se séparer en 2 parties, vous voyez à droite. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire un seul grand B paysage et contexte écologique. Si vous voulez, vous le divisez, si c'est trop long, en 2 ou 3 sous-parties. Puis après, vous décalez, le petit C, il devient un petit D, si le B, il devient un B et un C, par exemple. Petit B, le paysage, petit C, le contexte écologique, par exemple. Et donc, le petit C, contexte socio-économique, il peut devenir un petit D. C'est pas très grave. Moi, je vous donne un plan type un peu pour vous aider à voir ce qu'il faut. Après, vous avez le droit, je ne dirais pas l'obligation, mais presque, en fait aussi de le personnaliser par rapport à vous, votre façon de voir les choses, votre site, votre cas particulier, votre structure de stage, etc. Peut-être que vous allez commencer par présenter, pas forcément en petit A, la localisation. Vous allez mettre autre chose d'abord. Peut-être que vous allez mettre le propriétaire avant, qui est plutôt dans le petit C pour l'instant. OK, donc là, c'est pour vous dire qu'il faut qu'il y ait tout ça dans votre rapport. L'ordre des parties peut changer aussi. Peut-être que quand je vais vous lire votre rapport, je vais vous dire: «Ah ben non, ça, on a besoin de le savoir avant. Donc cette partie-là, mets-la plus tôt et puis transforme ton petit 3 en petit 1 et ton petit 1 en grand 2, en petit 2, et cetera». D'accord? Donc ça, c'est aussi à vous d'être capable de voir que dans votre cas à vous, vous pourriez personnaliser autrement le rapport. D'accord? Donc là, voilà, ça va ressembler un peu à ce que vous avez fait pour la partie structure de présentation de votre structure de stage avec la localisation du site d'intervention.
Le paysage. Donc, petit 1, l'idée là-dedans, c'est la description du paysage et de l'occupation du sol. Donc, est-ce qu'on a des boisements? Alors, l'idée, là, voilà, je vous l'ai mis en rouge, c'est d'être là plutôt dans le petit 1 sur qu'est-ce qu'il y a autour du site. Là, vous ne parlez pas forcément du site lui-même, vous parlez de autour. Donc, autour de mon site, qu'est-ce qu'il y a? Des boisements, des cours d'eau, des zones urbaines. S'il y a de l'agriculture, en général, il y en a. Quel type d'agriculture? Ben, vous vous rappelez, on a parlé justement, est-ce qu'on est plutôt dans du bocage avec plutôt du pâturage ou est-ce qu'on est plutôt dans la grande plaine céréalière intensive avec du coup les impacts, les risques peut-être pour le site de ce type d'agriculture, de la pollution, le prélèvement de l'eau, etc. Donc c'est pour ça que je vous ai mis les impacts et les conséquences. Donc ça, c'est pour faire à nouveau, comme on a vu, hop, dans le A3. Dans le A3, vous avez description générale du paysage autour du site. Donc c'est cette partie-là finalement qu'on avait dans le A3, que vous allez mettre aussi dans votre rapport. Et vous voyez pour le A3 plantation, on avait mis, c'est de l'open field, des grandes parcelles, il n'y a pas de haies, il y a des retenues d'eau pour l'irrigation et il y a quand même quelques petits bosquets. OK? Donc ça, c'était pour le petit 1 du B, paysage et contexte écologique. Le petit 2, là, c'est vraiment les facteurs écologiques qu'on avait mis aussi dans nos A3. Et vous vous rappelez que les facteurs écologiques, comme je vous l'ai expliqué, qui peut me dire les facteurs écologiques, ça se divise en deux choses. En quoi et quoi ça se divise, les facteurs écologiques? Là, vous avez le droit de mettre votre micro et de parler. Qui me parle? Qui ne fait pas la sieste? Tout le monde fait la sieste? Alors, qu'est-ce qu'on a dans les Je n'ai facteurs pas écologiques? d'idée, moi. C'est qui ça? C'est Axel? Oui, j'ai pas d'idée. D'accord. Alors, je l'ai dit dans la vidéo, les facteurs écologiques, ça se divise en deux. Regardez, hop, je l'avais mis. Donc, dans le A3, on en avait parlé aussi un petit peu. Hop. Dans le A3, ici, on a description des facteurs écologiques. Et d'un côté, vous en avez quelques-uns, là, climat, topo, géologie, pédologie, hydrographie. Et de l'autre, flore, faune et habitat naturel. Ah, Lilou a levé la main. Vas-y, parle, Lilou. C'est pas biotique et abiotique? Voilà, Ou- essayez de vous rappeler pour tous. Ouais, vas-y, attends, Lilou. Tous ça, quand je vous ai mis la petite vidéo justement pour remplir cette partie-là du A3, et je me rappelle que certains sur la photo que vous m'avez envoyée du A3, vous l'avez écrit, même Patrice par exemple, description des facteurs écologiques. En fait, les facteurs écologiques, donc c'est tous les éléments du milieu. Mais on le divise en deux, effectivement, comme nous a dit Lilou. On a d'un côté ce qu'on appelle les facteurs abiotiques. Alors, abiotique, bio, c'est la vie. Vous vous rappelez, vous faites de la biologie. Logie, ça veut dire la science, pédologie, psychologie, etc. Donc, logie, c'est le bout de mot qui veut dire science. Et bio devant veut dire la science bio de la vie. Donc, ce bio de abiotique, c'est aussi le bio de la vie. Donc, ces facteurs écologiques, ils sont divisés en deux. Il y a les facteurs biotiques, donc les facteurs qui concernent tout ce qui est vivant. Qu'est-ce qu'on a qui est vivant dans tous ces facteurs? Ah, qu'est-ce qu'il y a de vivant là-dedans dans tous ces facteurs? La flore, c'est des êtres vivants. La faune, c'est des êtres vivants. Et les milieux, les habitats naturels, c'est tous les êtres vivants, un milieu de toute façon. Donc, c'est vivant aussi. Donc, dans les facteurs écologiques, tout ce qu'il y a de ce côté-là, finalement, je pourrais lui mettre un petit cadre. Tout ça, là, c'est ce qui est biotique. C'est ce qu'on va appeler les facteurs écologiques biotiques. D'accord? Donc, ça, c'est tout ce qui est vivant. Du coup, au contraire, tout ce qui est de l'autre côté, le climat. Alors, est-ce que ça marche? Oui, j'ai fait le... Bon, c'est en train de copier-coller, c'est normal, mon ordi il rame un peu quand je fais des copier-coller parfois. Donc, on a biotique, et quand on a quelque chose qui est le contraire de certains mots, parfois on met un A devant. Alors, est-ce que ça va marcher maintenant? Tac, voilà. Hop. Donc, si je mets un A devant biotique, ça devient les facteurs abiotiques, et dans ce cas, ça veut dire ce qui est non vivant. Alors, je vais le présenter autrement pour que ce soit plus joli. Tac. OK? Donc, dans cette partie-là de votre rapport de stage, je reprends le guide méthodo. Donc, dans le guide méthodologique, dans le petit b, sous-partie numéro 2,
les facteurs écologiques. Vous devez présenter tous les facteurs écologiques abiotiques, donc tout ce qui est non vivant. Vous devez parler du climat sur votre site, de la topographie. Qui peut me dire ce que c'est la topographie? Alors, la topo, c'est quoi? Et si on fait une vidéo Étude comme du sol? Non, presque. Le sol, c'est celui d'après. Pédologie, c'est le sol. Pédologie, c'est l'étude du sol. Topographie, alors, c'est l'étude du sol, mais d'un truc. En fait, pédologie, c'est l'étude de la les reliefs. composition du sol. Et topo, ah, j'entends quelqu'un? On a parlé en même temps. Pas les reliefs. Voilà, c'est le sol aussi, mais c'est par rapport à la pente, les reliefs, etc. du sol. OK, donc dans les facteurs biotiques, vous devez présenter le climat, vous devez présenter les pentes, le relief, les courbes de niveau, etc. Ça, c'est la topographie. Vous devez présenter ce que nous disait Axel plutôt lui, c'est la pédologie, c'est-à-dire le sol, mais par rapport à sa composition, s'il est argileux, calcaire, etc. Vous vous rappelez? La géologie, c'est quoi? C'est quoi cette fois la géologie? Allô, allô? C'est l'étude de la roche-mère ou un truc dans le genre. Oui, c'est ça, très bien, c'est Patrice, je crois. Donc la Oui, c'est géologie, bien ça. c'était l'étude de la roche-mère. Vous vous rappelez quand on a fait un petit peu les schémas sur le fonctionnement des haies, quand il y avait de l'eau, la haie, elle a ses racines qui va en profondeur, qui traversent d'abord le sol et ensuite éventuellement les racines de la haie, elles vont jusqu'à la roche-mère. Et donc l'étude de cette roche-mère en profondeur, c'est une science qui s'appelle la géologie, qui est faite par des scientifiques qui s'appellent des géologues. Donc eux, ils n'étudient pas le sol qui est en surface, ils étudient cette roche-mère qui est en profondeur, en sachant que sous cette roche-mère, sous ce premier niveau de roche-mère dont on a parlé nous, en fait, encore plus en profondeur, vous avez des choses encore plus compliquées qui sont la croûte, enfin voilà, la croûte terrestre, la formation du noyau de la Terre, etc. Donc eux, ils étudient tout ça. Et ensuite, dans les autres éléments abiotiques, c'est l'hydrographie. Donc ça, c'est l'étude de quoi? L'hydrographie. De l'eau. Très bien. Donc, l'étude de la présence d'eau sur le site. Donc, par exemple, si vous vous rappelez un petit peu sur notre A3, on avait dit pour la topo, voilà, qu'on avait une altitude d'une centaine de mètres, que c'était avec un petit dénivelé. La géologie, c'était un sol calcaire, mais avec un peu d'argile en profondeur qui retenait les racines, etc., qui retenait l'eau et qui peut poser des soucis aux racines. Et en hydrographie, on avait dit, du coup, sur notre zone de plantation de haies, là, qu'il n'y a pas d'eau en surface, puisqu'on est sur un sol calcaire, justement. Le sol calcaire, vous vous rappelez, c'est un sol qui a tendance à ne pas retenir l'eau. L'eau, elle part facilement en profondeur. Et du coup, on n'a pas d'eau en surface. Sous-entendu, on n'a pas trop de cours d'eau, on n'a pas de mare, on n'a pas de choses comme ça. OK? Donc voilà, l'idée, c'est que dans cette partie de votre rapport, vous expliquiez, au contraire, peut-être qu'on est sur un sol argileux et qu'il y a plein de mares, ou comme à Sainte-Soline, que ça retient l'eau et que ça fait un marais. Ou au contraire, qu'on est sur un sol qui retient très peu l'eau, du calcaire ou du sable, des choses comme ça, et que finalement, du coup, on n'a quasiment pas d'eau à la surface du sol. Attendez, du coup, j'ai Lou qui se manifeste. Alors, quand vous reprenez, quand vous avez un souci et que vous n'avez pas lu les messages de la classe depuis longtemps, là, je dis ça pour Lou parce que du coup, là, elle me dit, il y a un problème, je ne suis pas sur le bon Zoom. Oui, j'ai vu Lilou, je vais lui répondre. Pensez à regarder les messages qui est un peu au-dessus, parce que là, Lou, elle n'a pas regardé qu'à midi, j'avais mis un message en disant qu'il y avait une autre réunion, quoi. Alors, bonjour Lou, nous ne sommes pas sur le Zoom de la classe. Reprends le message de 12h03. Nous sommes sur une autre réunion Zoom. Hop. Oh là là, il écrit n'importe quoi ce téléphone. Mais il va pas bien ce téléphone. Il faut taper d'autres codes. N'importe quoi. Je vais y arriver. Là. Oui, c'est pas mieux, c'est pas grave. Le guide méthodo. OK, donc dans cette partie-là, alors voilà, ce paragraphe, il va être assez long du coup. Vous voyez, là-dedans, il va falloir que vous mettiez l'équivalent de ce qu'il y a dans le A3, de tout ça. Climat, topo, géol, pédo, hydrographie, flore, faune, habitat naturel, puisqu'on a aussi les facteurs biotiques. Donc là, je vais vous remettre tout ça en fluo. Tac.
le biotique et la biotique. Et on a dit le paysage. Donc l'idée dans cette partie du A3, c'est de mettre voilà, la flore qu'on trouve, la faune qu'on trouve, les milieux naturels, climat, topo, pédogéol, et on a dit aussi le paysage autour du site. Donc dans ce grand B de votre partie 2, il va y avoir un petit peu tout ça. Finalement, pour décrire au jury qui n'aura jamais été sur le site, à quoi ça ressemble et qui puisse finalement, en fermant les yeux, quasiment se faire une image du site et qui puisse imaginer à quoi ça ressemble. Et là, ça peut être pas mal aussi de mettre des photos, par exemple. Les titres des niveaux. Ah, très bien, Martin, pardon, j'avais pas vu. J'ai du mal, du coup, là, à jongler entre les différents partages d'écran. Là, j'avais WhatsApp et les discussions sur Zoom. Mais oui, alors faut dire l'étude des courbes de niveau, Martin, pour être précis, pour la topographie. L'étude des courbes de niveau, c'est effectivement, comme a répondu plutôt Ticia, l'étude du relief. Les courbes de niveau, c'est l'altitude de chaque point, finalement, sur la carte. OK, Martin? C'est bien de participer. Continuez, c'est parfait. Alors, éventuellement sur la discussion, sinon vous remettez votre micro, mais pour ceux que ça ne marche pas, je vais essayer de guetter plus la discussion. OK? Donc, OK, voilà cette partie B. Donc, la majorité, normalement, de ce que vous êtes censé écrire là-dessus, c'est plutôt des choses que vous voyez en cours de biologie. Même si nous, on en parle aussi régulièrement dans les cours d'aménagement, puisque je m'en sers un petit peu pour expliquer les chantiers, et que quand on rédige les A3, on en parle. Donc voilà, principalement vos cours de bio pour vous aider à rédiger ces parties-là de vos rapports de stage, mais éventuellement, voilà, les A3 et un peu les cours d'aménagement parfois. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez l'impression de visualiser ce que vous avez à faire pour votre rapport là? Alors ça veut dire qu'il faut avoir choisi le site sur lequel vous faites votre intervention. Alors pour certains qui êtes dans des structures de stage qui a plein de sites d'intervention type un syndicat rivière, vous ne savez pas. Ou est-ce que peut-être vous allez faire votre activité? Pour un site différent, alors il n'y a pas d'élèves en stage là-bas, mais si quelqu'un qui serait en stage au pôle nature de Togon, comme on a été, vous vous rappelez, en début d'année, là, faire le chantier où on a arraché un peu de la jussie, on a débroussaillé, etc. On a entretenu un peu le pôle nature. Le site à présenter, finalement, c'est le pôle nature. Que même si on ne sait pas trop quel chantier on va faire encore, si on avait été en stage qu'en février là-bas, qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va présenter comme activité, c'est pas grave parce qu'on sait que le site à présenter, c'est le pôle nature de Togon. C'est facile. Si, par exemple, là, ça marche aussi pour Samuel. Samuel au marais aux oiseaux, voilà, même si tu ne sais pas trop encore ce que tu vas prendre comme activité pour ton rapport de stage, ta partie grand 2, toi, c'est la présentation du site d'intervention, c'est la présentation du parc du marais aux oiseaux. Alors, tu vas faire une présentation générale. Vous allez faire une présentation un peu générale si vous avez un site qui est compliqué. Donc, une présentation générale de tout le site, mais il faudra aussi resserrer à la zone sur laquelle vous faites votre intervention elle-même. Parce que peut-être, par exemple, au pôle nature de Togon, dans cette partie grand 2, si on faisait un rapport de stage là-dessus, on présenterait d'abord tout le pôle nature, comment c'est fait, et ensuite on dirait plus précisément la zone de chantier, c'était la zone de roselière dans laquelle on a arraché la jussie, ou la petite butte sur laquelle on a fait du débroussaillage. On ne l'a pas fait avec vous cette année, mais les autres années, l'espèce de grande butte sur laquelle on est monté un moment pour regarder tout autour, tous les ans, on la débroussaillait parce que c'est une butte sur laquelle il y a des orchidées qui poussent, par exemple, et il ne faut pas que l'herbe se développe trop. Donc, voilà, donc on présenterait le pôle nature en général, et ensuite, on recentrerait la présentation sur juste la butte elle-même, pour dire, voilà, plus précisément la zone sur laquelle j'ai fait mon intervention, c'est cette petite butte, avec une pente très importante, avec tel type de sol, etc. etc. D'accord ? Donc, ce qui fait que ça peut faire une partie assez longue, parce que si on présente un peu le pôle nature et ensuite, en plus, la butte, ça peut être assez compliqué. On va voir si Lou arrive à nous rejoindre. Elle a eu le message a priori. Alors, discussion, rien de spécial, pas de personnes qui sont dans la salle d'attente. C'est parfait, on peut continuer. Ensuite, le contexte socio-économique. Donc là, c'est la partie de présentation toujours du site. On est dans le grand 2, mais sur les éléments plutôt sociaux, donc social de la société, et éventuellement, alors, économique, là, on n'est pas encore sur des éléments financiers, mais plutôt les propriétaires, etc. Donc là, c'est à nouveau plutôt du cours d'économie. Donc, ça va rejoindre aussi des parties du A3, parce que là-dedans, on va mettre par exemple le statut foncier du site. Alors, ce qu'on appelle le statut foncier du site, c'est est-ce que c'est une propriété privée ou publique? Et du coup, là, c'est là que vous allez dire qui est le propriétaire. Vous allez dire, voilà, le site appartient à monsieur machin, agriculteur en Charente-Maritime, par exemple, ça c'est pour le site de Sainte-Soline.
où vous allez dire le propriétaire du site, c'est la commune, ou le propriétaire du site, c'est le conservatoire d'espaces naturels, par exemple. OK? Ensuite, vous allez parler des fonctions du site. Ça, c'est ce qu'on appelle justement du contexte socio-économique, c'est-à-dire pour la société, ce site, quelle fonction est là? À quoi il sert? Quel type d'activité humaine on y trouve? Et donc, qui sont les usagers? Vous vous rappelez, c'est à nouveau exactement comme dans notre A3. Donc, dans notre A3 ici, on a propriétaire et statut du site. Et tout en bas, on a les fonctions du site, les activités humaines, les usagers. Voilà, l'idée, c'est dans votre rapport, à nouveau, de mettre aussi une partie équivalente à celle-ci, pour dire, ben voilà, le site, principalement, sa fonction, c'est une fonction économique, agricole, de production, parce qu'on est dans de la grande plaine céréalière. Mais ça sert aussi aux loisirs et ça sert aussi à la nature. Donc là, de la même façon, dans votre rapport de stage, vous avez une petite partie où vous allez dire, ben voilà, sur le site, il y a telles activités humaines, il y a tels usagers, donc le site a principalement comme fonction de faire gagner de l'argent, ou les loisirs, ou la protection de la nature, et parfois les trois en même temps. C'est là que ça peut parfois être un peu difficile de gérer un site, quand il faut le gérer à la fois en peut-être faisant un revenu économique pour des agriculteurs ou des sylviculteurs qui produisent du bois, mais aussi des usagers qui veulent faire leurs loisirs dans cette zone. Et en même temps, on veut y sauvegarder des espèces rares, menacées peut-être. Et donc, réussir à faire les trois en même temps, ça peut être parfois compliqué. Et c'est ça qui va expliquer qu'on a besoin de faire peut-être un chantier de génie écologique. D'accord? Donc, l'idée dans cette partie-là, c'est ça. Donc, qui est propriétaire du site? Quelles sont ses fonctions? À quoi il sert le site aujourd'hui? Quels usagers? Quelles activités humaines on a sur le site? Alors ça, je vous ai bien mis éventuellement un peu d'histoire. Parce que là, c'est pareil, ça fait typiquement partie des parties, justement, qui ne sont pas indispensables. Ce n'est pas obligatoire de parler de l'histoire du site. Parce que si c'est pour me raconter que depuis le Moyen-Âge, il a changé 15 fois de propriétaire et que ça n'apporte rien au problème, ce n'est pas la peine. Ce qu'il faut ici, c'est que ce soit l'histoire du site par rapport pareil, à votre chantier, en fait. Comment l'histoire du site, c'est-à-dire ce qui est arrivé au site depuis quelques années, explique le fait qu'aujourd'hui, il est dans cet état-là, et donc qu'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de venir y faire une activité d'aménagement, parce que peut-être, par exemple, voilà, c'est comme Sainte-Soline, ça a été abandonné suite à la tempête qui a fait tomber tous les peupliers, ça a été abandonné pendant 10 ans. Et donc, les roseaux ont poussé, les saules, tout a poussé. C'est devenu à la fois une zone intéressante pour le bruant des roseaux dans la roselière, mais à la fois, en même temps, c'est en train de trop se fermer par les peupliers, les saules, etc. Et on est en train de perdre les espèces intéressantes des milieux ouverts. Donc, vous voyez que, par exemple, dans le cas de Sainte-Soline, on a besoin de parler un peu de l'histoire du site pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on a ce problème-là aujourd'hui. Sur d'autres sites, peut-être qu'il n'y a pas besoin de parler de l'histoire du site parce que ça n'a pas réellement d'influence, ça n'a pas d'intérêt pour comprendre l'état du site actuellement et qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de venir y faire un chantier. D'accord ? Et donc, je vous ai mis conséquences justement pour dire quelles sont les conséquences de cette histoire ou des fonctions qui expliquent qu'on a besoin de faire chantier. Donc, vous allez dire, voilà, comme toutes les haies ont été arrachées suite au remembrement, les conséquences, c'est problème de vent, blablabla, blablabla. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de venir faire un chantier, nous, aujourd'hui. D'accord? Alors, pas de nouvelles de Lou. C'est un peu manifesté, puis elle a disparu. Bon, on va voir. Hop. Statut de protection. Donc là, à nouveau, c'est comme dans notre A3. Oh, j'ai pas pris le bon. Hop. Comme dans notre A3, à un moment donné, ici, réglementation sur le site, statut de protection, on évoque que c'est en zone Natura 2000, que c'est une protection de captage d'eau, donc c'est pour l'outarde pleine petière, que c'est aussi une réserve de chasse, etc. On explique qu'on est censé ne pas planter une haie à moins de 2 mètres de la limite de propriété quand la haie elle va faire plus de 2 mètres, etc. Donc l'idée là aussi, dans votre rapport de stage, dans cette partie D, statut de protection, réglementation, c'est d'expliquer votre site à vous, est-ce qu'il est protégé par un statut particulier? Est-ce que c'est une réserve naturelle? Est-ce que c'est à l'intérieur d'un parc naturel régional? Donc ça, je pense à tous ceux qui sont par exemple sur le site du Marais Poitevin. Est-ce que c'est en zone Natura 2000? Ça, vous pouvez être pas mal à avoir vos sites qui sont peut-être en zone Natura 2000. Oh oh, celui qui a remis son micro et qui fait des bruits passablement désagréables là. Je ne sais pas qui c'est. J'aimerais bien qu'on se la cesse. Tac. Et donc, dernier point de cette partie-là, c'est les acteurs. Qui sont les autres acteurs qui sont concernés par votre activité, votre site? Alors, vous avez déjà dit que vous êtes en stage dans telle structure
et vous allez expliquer bah, justement pourquoi votre structure elle est concernée. Mais vous allez parler aussi peut-être du propriétaire, du gestionnaire. Peut-être que vous êtes dans une association d'insertion pour faire le chantier, mais que c'est le conservatoire d'espaces naturels qui a fait appel à vous parce que c'est lui qui est gestionnaire du site. Mais que le propriétaire, c'est encore quelqu'un d'autre. C'est par exemple une commune. Donc la commune est propriétaire, elle a donné la gestion du site au conservatoire d'espaces naturels, et ce conservatoire d'espaces naturels, il a fait appel à votre structure de stage pour faire le chantier, par exemple. Et vous êtes prestataire. D'accord? Donc l'idée, c'est d'expliquer tout ça. Qui est là? Qui est intéressé? Qui fait quoi? En tant que quoi il est là? Est-ce qu'il est là en tant que gestionnaire, que propriétaire, etc. Pourquoi il est là, du coup? Et qui décide? Qui est un peu, qui s'organise un petit peu là-dedans? Qui a décidé de faire le chantier? Et qui a demandé à quelqu'un de faire un chantier, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on a dans le A3, mais qu'il faudra expliquer. Alors, ce qui est des fois une partie un petit peu compliquée pour vous, mais qu'on vous aidera à le faire. Alors là, je vous ai pas mis vraiment quel cours peut vous aider. C'est un peu économie, aménagement. C'est un peu tous les deux, Monsieur Huyghe et moi, qui pourront vous aider là-dessus. Hop. Alors, tac, tac, tac. Alors, on va finir peut-être le grand 2. On fera une petite pause. J'enregistrerai déjà la réunion parce que si j'enregistre des trucs très longs, ça va être la galère. Zoé, qu'est-ce que tu essayes de dire? Vous vous faites des défis en fait? C'est ça, celui qui osera dire un truc genre t'es nul ou je sais pas quoi? Soyez un peu sérieux. Désolée. Mhm. Alors, donc l'idée c'est de conclure cette partie. Alors, oui, on va faire comme ça en fait. Je vais sauter cette ligne-là, on va en parler après, mais on va passer à la conclusion tout de suite. L'idée c'est de conclure cette partie, c'est ça qui est important, en faisant le bilan de l'état initial. Vous vous rappelez, on a dit en haut, là, quand on commence le grand 2, que l'idée, c'est de décrire cet état initial, donc de décrire comment est le site avant l'intervention. Donc là, l'idée, c'est de faire un bilan, de dire, bon, ben voilà, avec tout ce que je viens de vous expliquer, qu'est-ce qu'on constate? Il y a des plantes, il y a des animaux, il y a tel propriétaire, il y a une pente très importante, il y a tel type de sol, etc. Et tout ça, ça nous permet de voir qu'il y a peut-être des problèmes et qu'il y a peut-être des menaces. Donc, il y a peut-être un risque de pollution par une usine qui est située juste un peu plus haut à côté de la rivière et que je suis en stage dans une structure, un syndicat rivière qui a comme objectif de préserver la rivière, les espèces qui sont dedans, etc. et qui a constaté qu'il y a des risques de pollution de l'eau par l'industrie au-dessus qui rejette ses eaux sales de son industrie. Et ensuite, du coup, je vais pouvoir conclure. Vous vous rappelez, dans la grille qu'on a regardée, qui est au début du guide méthodologique, dans cette grille, on a bien dit que les enjeux, les objectifs, c'est sur 4 points. Donc ça, c'est une partie importante. Donc l'idée, c'est justement de pouvoir conclure cette partie 2 là, en disant, en conclusion, sur le site, il y a des choses qu'on ne veut pas perdre. Vous vous rappelez, un enjeu, c'est ce que l'on risque de perdre ou de gagner. Donc, sur le site, il y a des enjeux. Il y a une espèce rare et menacée, il y a un milieu qui risque de se fermer, d'être envahi par les saules, où il y a une espèce invasive justement qui va prendre la place d'une espèce rare, etc. Et donc, j'ai des enjeux, j'ai des choses que je ne veux pas perdre. Or, ces enjeux, ils sont menacés ou ils ont des problèmes. Et donc, on va me donner un objectif, il y a un but que l'on veut atteindre. En général, quel est le but, l'objectif? C'est tout simplement de conserver ces enjeux, d'éviter les menaces sur les enjeux. Et cet objectif, vous allez dire, voilà, l'objectif du commanditaire, donc du conservatoire d'espaces naturels, c'est de sauvegarder la fauvette pitchou dans le milieu de Landes qui est menacée par la fermeture, par le pin, par exemple, le pin des Landes, l'arbre le pin. Quel est l'objectif peut-être de ma structure de stage aussi? Et quels sont éventuellement les objectifs des différents acteurs. Après, vous allez dire, par exemple, il y a la région qui donne une subvention pour aider à financer ce projet. La région, elle donne de l'argent, elle, bon, c'est pas tellement, peut-être que la fauvette pitchou, elle s'en fout un peu. La région, la fauvette pitchou, pourquoi elle donne de l'argent à ces projets-là? Parce qu'elle espère que ça va lui faire une bonne image et que ça va peut-être permettre à des gens de voter pour elle derrière. Vous vous rappelez que la région, c'est des élus régionaux qui sont élus quand on vote pour eux. D'ailleurs, au mois de juin, là, il y a les élections régionales. Ceux qui sont majeurs vont voter peut-être. Et du coup, on vous demande de voter pour les représentants à la région. Et c'est ceux qui, peut-être après, vont justement donner les subventions régionales.
Donc, eux, ils donnent des subventions sur des projets dont ils pensent que ça va leur permettre de se faire une bonne image, qu'on les apprécie, qu'on trouve que c'est des bons conseillers régionaux et qu'on revote pour eux la prochaine fois. D'accord? Donc ça, en fait, cette conclusion, c'est l'équivalent dans le A3 de la partie 3, alors la petite partie 3, en fait, qui est, alors à la fois, il y a la conclusion là, des facteurs écologiques, mais il y a le 3 qui est menace, enjeu, objectif de l'activité. Donc sans les haies, par exemple, voilà, on perd la biodiversité. Justement, ce qu'on ne veut pas perdre, c'est la biodiversité, c'est le cadre de vie, c'est les cultures, leur protection, c'est la qualité de l'eau potable, c'est le revenu pour l'agriculteur. Et donc notre objectif, on met un verbe devant, vous vous rappelez, diversifier le paysage, améliorer le cadre de vie, favoriser la biodiversité, etc. Donc l'idée dans cette partie-là de votre rapport de stage, dans cette conclusion, c'est de faire exactement comme dans nos A3 pour conclure en disant, voilà, sur mon site aujourd'hui, il y a tel problème, telle menace, il y a tels éléments qu'on ne veut pas perdre, qui sont importants, qui sont des enjeux pour la nature, pour tout ça. Et donc l'objectif de notre activité, ça va être ça. Ça va être de préserver la nature, éviter de perdre la nidification de la fauvette pitchou, mieux sensibiliser les enfants à la fragilité des rivières. Ça, si vous faites une animation sur la rivière, par exemple, des choses comme ça. Alors, juste le petit aparté, c'est cette ligne-là. Je vous ai mis éventuellement, quand vous avez un rapport sur une ou des espèces, par exemple, si vous faites un rapport sur le suivi de la perdrix, ou voilà, justement, créer des frayères à brochets, créer des frayères à truites, etc. Donc, quand votre rapport, il porte vraiment sur une espèce de façon précise, une ou des espèces, une espèce invasive, par exemple, voilà, arrachage de Jussy dans un canal à La Rochelle, j'ai eu ça de temps en temps en stage, et bien voilà, ou sur un suivi d'espèces, une espèce protégée, etc. Vous devez faire aussi une partie, dans votre rapport de stage, de présentation de l'espèce. C'est une partie en plus, finalement, qui n'est pas prévue là dans mon guide méthodologique parce que tout le monde ne l'a pas. Et même, je dirais, il n'y a pas grand monde qui l'a. Oh, m'énerve ce truc. Donc, à un moment donné, ça veut dire que quelque part dans votre rapport, il faut rajouter une partie qui va être grand 2 ou grand 3, présentation de la Jussy, présentation de la truite, présentation de la perdrix, présentation du triton crêté, en fonction de l'espèce sur laquelle porte votre rapport de stage. Et donc, cette partie-là sur l'espèce, elle peut être ici, c'est-à-dire que vous avez grand 1 la structure, grand 2 le site et grand 3 l'espèce sur laquelle traite mon rapport. Donc grand 3, présentation de la suivi, de la perdrix, présentation du faisan, présentation de la truite, présentation du brochet, présentation du triton traité, etc. etc. D'accord? Ou alors d'ailleurs, vous pouvez inverser, vous pouvez avoir grand 2, présentation de l'espèce, et grand 3, présentation du site. Ce n'est pas forcément très important. Là aussi, ça dépend de votre logique, ça dépend comment ça vient, comment c'est plus simple après la présentation de la structure de stage, de dire du coup, je vais en profiter pour vous présenter le triton tout de suite. Ou alors, je vous présente d'abord le site, et sur ce site, on a constaté qu'il y avait des tritons. Donc, grand 3, je vous présente le triton, par exemple. D'accord? Donc ça, ce sera aussi à vous et nous, quand on vous lira votre rapport, de vous dire, toi, il te faut une partie sur la présentation d'une espèce. Et ta partie, toi, de présentation de l'espèce, tu vas la mettre plutôt en 2, en 3, selon comment tu as commencé ton rapport, ce que tu as écrit et quand est-ce que ça serait le plus logique que ça arrive finalement. OK? Alors, on a fini le grand 2. On va faire une petite pause. Comme ça va me permettre déjà de télécharger cette partie de la réunion. Ah oui, sauf qu'il faut que je ferme carrément la réunion. Alors, je crois que c'est pas grave. Vous restez connectés tout pareil. Moi, je ferme la réunion, je me reconnecte et normalement, je vous retrouve. J'espère. Sinon, ça veut dire que il va falloir que je recommence. Bon, j'espère que ça va marcher. On va voir. Ou alors, est-ce que je peux faire suspendre l'enregistrement? Ah oui, c'est ça. Donc, je vais faire suspendre l'enregistrement. Ça doit arrêter d'enregistrer. Et puis